Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tracer les supports et résistances de manière simple, sans avoir un sapin de Noël sur ton graphique. Avant de te montrer comment tracer les supports et résistances, je vais surtout t'expliquer pourquoi ils existent. Parce que si tu comprends la logique derrière, c'est plus facile pour toi de retenir l'information. Parce que je veux pas que ce soit une vidéo que tu regardes et que tu sors de la vidéo et tu sais toujours pas tracer tes supports et résistances correctement. Alors du coup, qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est tout simplement une zone sur le graphique où le marché a du mal à descendre plus bas. Parce que à cette zone, les acheteurs rentrent massivement, comme ici et comme ici. On voit une poussée. Alors imagine, tu voulais acheter un iPhone, du coup, tu regardes le prix régulièrement et là, tu vois le prix, il est à 1000 euros. Ça fait un moment que tu regardes le prix, il est à 1000 euros. Là, ici, on va dire que c'est la zone du prix de 1000 euros. Et puis à un moment donné, ici, boum, le prix, tu vois qu'il tombe à 700 euros, il est en solde. Donc, ce qui va se passer? Toi, tu regardais le prix à 1000 euros. Ici, en solde, tu vas décider d'acheter l'iPhone directement. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde va penser la même chose que toi. À 700 euros, c'est une affaire. Il était à 1000 euros, il passe à 700 euros. Donc ici, du coup, là, on arrive sur une zone de support. Et plus bas, le prix descend pas plus bas qu'ici. Donc, à partir de ce moment-là, tous les acheteurs, tous les intervenants du marché décident que c'est une bonne affaire. Donc, tout le monde achète l'iPhone. Ici, boum. Et du coup, ça pousse le prix de l'iPhone vers le haut. Et pourquoi ça pousse le prix de l'iPhone vers le haut? Parce que la demande augmente. Donc, le prix va augmenter avec. Plus il y a de demande, plus le prix augmente. Et du coup, là, on arrive à qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance, c'est l'inverse. C'est une zone où le prix a du mal à monter. Ici, on voit que le prix a du mal à monter. Là, on va dire que c'est 1400 euros, par exemple. L'iPhone est arrivé à 1400 euros. Parce que à ce niveau-là, c'est les vendeurs qui vont reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus beaucoup d'acheteurs qui sont prêts à acheter à 1400 euros parce qu'on trouve qu'il est cher à ce niveau-là. Et tous les gens qui l'avaient acheté à 700 euros se disent que là, ils ont fait une belle plus-value. Entre 700 euros et 1400 euros, ils ont gagné 700 euros. Donc là, on se retrouve à plus avoir beaucoup d'acheteurs à 1400 euros. Mais par contre, on a beaucoup de vendeurs. Donc, s'il y a beaucoup de vendeurs, ça va tirer le prix vers le bas. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on arrive sur une résistance, un plafond. Le prix monte pas plus haut que ça. Enfin, on n'a plus d'acheteurs à partir de ce niveau-là. Donc, le prix va être naturellement tiré vers le bas. Puisque tout le monde vend, plus personne achète. Donc, le prix va automatiquement baisser. En fait, une résistance, du coup, c'est tout simplement un endroit où la majorité des gens pensent que le prix, c'est trop cher. Voilà, tout simplement, c'est trop cher. Et un support, c'est un endroit où la majorité des gens pensent que le prix est pas assez cher. C'est une bonne affaire. Donc, on va acheter. Donc, si beaucoup de gens achètent, ils montent. Si beaucoup de gens vendent, ils descendent. Le support et la résistance. Et pourquoi un ancien support devient aussi une résistance et inversement? En fait, c'est purement psychologique parce que les gens, ils aiment pas avoir tort et ils aiment pas perdre de l'argent. En fait, on va prendre un exemple. Quelqu'un a acheté son iPhone à 700 euros. Le prix, il commence à descendre, du coup, vers les 600 euros. Alors, à ce moment-là, du coup, il est en perte. Quand le prix remonte à 700 euros, là, il va se dire, là, je suis à l'équilibre. Je vais pas risquer mon argent. Je vais le vendre. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand il remonte à 700 euros et tous les intervenants du marché ont la même réaction que lui, ils décident tous de revendre. Donc, un ancien support, ici, s'est transformé en résistance. Et inversement, tous les gens qui ont raté l'achat à 700 euros, quand le prix décide de redescendre, là, à ce moment-là, ils vont tous se dire, moi, j'achète. Parce que je veux pas laisser passer cette opportunité. Tout le monde se dit la même chose. Donc, du coup, ça redevient un support. Et à partir de là, boum, le prix repart à la hausse. Parce que tout le monde a eu la même réaction. En fait, les supports et résistances, c'est pas des zones magiques. C'est juste des zones où tous les intervenants du marché réagissent de la même manière. Soit par peur de perdre, soit par envie de gagner. Et en fait, c'est tout simplement cette psychologie collective qui crée les mouvements du marché. Maintenant, on va voir exactement qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est exactement ça. Avoir des lignes de partout, pas savoir, il y a aucune annotation, on sait pas à quoi ça correspond. Et en plus, tu traces des lignes qui ont aucun rapport avec le marché dans lequel t'es. T'es dans cette partie du marché, t'as des lignes ici. Elles servent à quoi ces lignes? Pour l'instant, en tout cas, elles servent à strictement rien. Donc, c'est exactement ce type de charte qu'il faut pas avoir. Et c'est des choses que je vois beaucoup malheureusement. Voilà, justement, on est là pour apprendre et comprendre pourquoi pas faire ce genre de choses. Parce que on a le marché ici. Cette zone qui est là, à quoi elle sert? À rien. La seule chose que ça peut faire, c'est brouiller un petit peu notre vision parce qu'on a beaucoup de choses sur le marché. Et encore, là, on a tracé que les supports et résistances. On n'a rien tracé d'autre. Et il y a déjà beaucoup de choses sur le marché qui, pour moi, n'ont aucun intérêt parce que le marché
et ici, et on a des zones de partout ici. Maintenant qu'on comprend ce qu'il faut pas faire, on va plutôt voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, les questions qui vont revenir souvent, c'est sur quelle unité de temps je trace mes zones et est-ce que je prends les corps et les mèches des bougies? Alors, la première question, sur quelle unité de temps? Sur l'unité de temps, ça va dépendre sur quelle unité de temps tu prends tes positions. Admettons, tu prends tes positions sur du 1 heure. Je tracerai mes zones sur du 4 heures. Ici, mes zones les plus importantes. Et comment je trace mes zones? Alors, je prends du bas de la bougie à la mèche. Parce que pourquoi je prends la mèche aussi? Parce que le marché est venu quand même jusqu'au niveau de la mèche. Parce que là, la bougie, elle s'est arrêtée ici, mais le marché est descendu jusque là. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en considération. Moi, je trace mes zones uniquement dans la partie qui m'intéresse. Je vais pas commencer à tracer des zones en haut parce que j'ai aucun intérêt en haut. Le marché, il est ici. Le marché, il est tout bas ici. Pourquoi je vais commencer à tracer des zones de là ou de là? J'aurai trop de zones sur ma charte. Et après, pourquoi je vais retourner hyper longtemps en arrière? Bien sûr, parce qu'on peut toujours trouver des zones de support et résistance en arrière. Mais est-ce que ça a une importance pour mon marché actuel? Pas forcément. Donc, je vais prendre les dernières zones. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, je vais prendre maximum une semaine derrière ou quelque chose comme ça. Mais je vais pas commencer à remonter 6 ans en arrière. Je vois pas l'intérêt parce qu'on va avoir des centaines de zones sur notre charte. Donc, c'est à partir de ces zones ici que je vais commencer à prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais? Si jamais je tradais support et résistance uniquement, ce qui est pas le cas. Mais mes zones, je les trace quand même. Et même si on n'utilise pas support et résistance, ce qui est important, c'est de les comprendre parce que d'autres intervenants du marché les utilisent. Et si eux les utilisent, ça veut dire qu'il peut y avoir des réactions dans les zones de support et résistance. Par exemple, quand le marché est arrivé ici, on aurait pu deviner qu'il allait avoir une réaction dans cette zone parce que on peut voir ici, on a un support. Donc, on peut se dire potentiellement, le marché peut repartir à la hausse, mais il est descendu. Et c'est exactement pour ça qu'on ne doit pas commencer à juste prendre une position parce que le marché arrive sur un support ou sur une résistance. Là, tous les gens qui ont décidé de se dire, bon, bah, moi, je vais acheter parce que le marché arrive sur un support, bah, ils ont tous perdu. Avant de commencer à prendre des décisions, il faut réellement comprendre ce qui se passe par ici. Par exemple, quand le marché est ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est sur du 4 heures, on va descendre sur une unité de temps plus petite pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est descendu sur des unités de temps plus basses et honnêtement, quand le marché arrive ici, du coup, sur notre support, ben ici, on n'a rien qui va nous faire dire que le marché va repartir à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On fait rien du tout. À la limite, quand on voit que le marché a cassé notre support, du coup, ce support-là, le marché l'a cassé. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bon, bah là, on se dit, on va chercher une vente. Donc, on met notre stop loss au-dessus de cette consolidation. On est rentré à la cassure de la bougie ici, on va chercher une vente. En tout cas, puisqu'on a eu une cassure de notre support ici. Donc la chose la plus logique, ce serait d'aller chercher une vente. Après, attention, hein, je dis pas juste de trader support et résistance. C'est juste une manière de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que du coup, là, on a juste la logique que si notre support est cassé, le marché devrait descendre. Sachant que là, on voit que le marché, il crée des hauts de plus en plus bas. Donc là, on a une logique de vente. Et comment être sûr que notre zone de support ou de résistance soit vraiment fiable? Alors c'est simple, le plus de touches à un support et une résistance, le plus fiable il sera. Et surtout, le plus espacé les touches sont, le plus fiable il sera. Donc par exemple, là ici on a une touche, quelques jours plus tard, on a eu une autre touche par ici. Ici on en a une et une consolidation assez rapide, mais et puis une cassure. Donc là, on a eu en vrai deux touches. Donc ici, c'est pas un vrai support. Un support, ce support, il est pas vraiment fiable. Il n'y a pas eu assez de touches. Par contre, si là, le support avait tenu un peu plus de 3 touches, puisque là aussi, on en a quelques-unes, mais on va dire 3 touches et reparti à l'achat, là, ça commence à être un support intéressant, surtout que les touches ont été distancées. Là, on était le 9, le 14 et le 30. Donc, si on retourne sur ce support et qui tient toujours comme support et repart à l'achat, là, ça commence à devenir un support intéressant. Comme par exemple, ici, on a un support une fois, deux fois, trois fois. Il est reparti à l'achat. Maintenant, on va chercher sur les graphiques des vraies zones de support assez fiables. Donc voilà, là on a 5 touches pour une résistance. Donc quand on arrive ici, là c'est la troisième ici, là on se dit généralement que le marché va repartir à la vente. C'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. Par contre ici il a réussi à percer. Et du coup c'est exactement pour ça qu'on décide pas juste de vendre sur une résistance. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que le marché va passer, peut-être que le marché passera pas. Donc quand on voit ça, il faut après descendre sur les unités de temps plus basses pour regarder ce qui se passe. Et quand on arrive
arrive sur les unités de temps plus basses, du coup, on regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quand on arrive dans cette zone, on a une cassure de la structure pour nous montrer une tendance baissière ou est-ce qu'on n'a rien du tout, des consolidations, des choses comme ça? C'est ce qui va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on peut potentiellement se positionner sur une vente? En fait, même si on ne traite pas les supports et résistances, ce qui est vraiment important de les comprendre et de les connaître, de réussir à les tracer correctement sur son graphique parce que ça va déterminer qu'est-ce que d'autres intervenants du marché peuvent faire. Par exemple, ici, on peut se dire que si on voulait prendre un trade à l'achat, nous, par rapport à notre stratégie, admettons, si notre entrée est quelque part par ici, on va peut-être se poser la question, est-ce que je rentre ici? Est-ce que j'attends pas un peu plus haut? Parce que ici, je vois qu'il y a beaucoup de touches sur cette résistance. Donc, potentiellement, le marché pourrait repartir à la baisse. Donc, ça va nous éviter de prendre des trades inutiles, avoir des trades perdants. Parce que si moi, ici, je décide de me positionner, admettons, sur un achat, je sais pas pourquoi, mais admettons, je le ferai. Ici, je déciderais de je sais pas, je place mon stop loss ici, mon take profit quelque part par là. Je sais pas pour quelle raison, mais admettons, je déciderais de prendre à l'achat, eh ben, j'aurais perdu parce que j'avais pas fait attention à cette zone de résistance qui était très importante. Donc, c'est pour ça, le fait de bien connaître les zones de support et résistance, ça peut éviter des trades perdants qui sont un petit peu bêtes comme ça, parce que c'est un trade qui aurait pu être évité si on comprenait support et résistance, même si on les traite pas. C'est pas une zone de support et résistance qui va te rendre rentable, mais c'est plutôt comment tu es capable de l'exploiter et de la comprendre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut tracer moins de zones, les plus importantes, et surtout dans la zone de notre prix. Ça sert à rien d'aller tracer des zones qui sont bien plus loin, parce qu'on n'a aucun intérêt de ce côté-là. Si on trade sur du 1 heure ou sur du 15 minutes ou sur du 4 heures, il y a des zones sur du weekly, par exemple, ça sert pas à grand chose. Même le daily, par exemple, si tu trades sur du 15 minutes, le daily, les zones sur le daily, ça va pas te servir à grand chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo, quelque part, on parle de quelque chose de beaucoup plus puissant que les graphiques. Ta psychologie. Comment ton entourage, tes émotions, ton environnement peut complètement faire exploser tes résultats ou au contraire les détruire. Crois-moi, cette vidéo, elle va te faire réfléchir différemment sur ta réussite.